En attendant que les problèmes techniques soient résolus, je vais présenter du coup qui on est et notre participation à cet événement FeedMed 2017. Donc moi je suis Florence Canteloube, je travaille chez Pfactory auprès de Bertrand Biguet et Patrick Siri. Pfactory, c'est un accélérateur de start-up régional. Et adossé à cet accélérateur Pfactory, on a... Ah pardon, je suis pas dans les caméras, d'accord. Ouais. Donc adossé à Pfactory, on a créé il y a un peu plus d'1 an un club Open Innovation qui est une association avec l'ambition de faciliter les relations entre grands groupes dont Bouygues fait partie. Il y a aussi Carrefour Supply Chain qui va présenter ces thématiques d'Open Innovation. Et vous, start-upers, pour faciliter et donc faire en sorte que le chiffre d'affaires arrive plus rapidement. Donc on a travaillé avec Loïc Barrande qui travaille à l'incubateur ici de la Belle de Mai sur des appels à projets que Bouygues va présenter sur les différentes filières de Bouygues. Et on a été chercher des startups de l'écosystème pour répondre aux thématiques qui les intéressent aujourd'hui dans ce cadre d'Open Innovation. Donc je vais leur laisser la parole. Donc ils ont 5 minutes chacun. Chaque filière va avoir 5 minutes pour présenter déjà qui ils sont et les thématiques d'innovation ouverte qui les intéressent aujourd'hui. Donc je vais leur laisser la parole. Et je suis là cet après-midi si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le club ou Pfactory. Merci beaucoup Florence. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais que c'est pas facile, vous venez de déjeuner, alors on va essayer de parler du groupe Bouygues et surtout pourquoi on est venu à votre rencontre. Hein. Donc le groupe Bouygues, tout d'abord, c'est un groupe qu'on appelle diversifié, c'est-à-dire que nous avons plusieurs métiers. Nous avons des métiers de la construction, hein, Bouygues Construction, 50 000 collaborateurs, 12 milliards de chiffre d'affaires. Colas, qui est le numéro 1 mondial de la route, à peu près les mêmes chiffres que Bouygues Construction. Nous avons également Bouygues Immobilier, qui est un développeur immobilier. Et puis, nous avons le pôle Média Télécom, TF1, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Et puis, Bouygues Télécom, qui est là autour de nous. Alors, moi, je fais partie de Bouygues SA, c'est la holding du groupe, une petite équipe qui s'appelle le e-Lab, dont la vocation, c'est d'aider tout le groupe Bouygues à innover. Alors, vous allez vous dire, mais finalement, un groupe diversifié comme Bouygues, quel est le point commun? Qu'est-ce qui fait travailler ensemble des gens aussi différents que des journalistes avec des gens qui viennent tirer de l'enrobé sur un chantier ou poser des cloisons dans un bâtiment? Eh bien, l'un des thèmes qui nous réunit, c'est le thème de la ville. La ville que l'on souhaite durable et désirable. On sait qu'en 1913, il y avait seulement 10% de la population mondiale qui vivait dans une zone urbaine. C'était il y a quasiment 100 ans. 10% de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est 50% de la population mondiale qui habitent dans une zone urbaine. Et en 2030, ce seront les 3/4, 75% de la population mondiale qui habiteront dans des zones urbaines. Imaginez les transformations, les bouleversements quand on passe de 10% d'une population à 75% d'une population. La ville va se transformer. Mais pas seulement la ville. Les citoyens qui l'habitent, les flux qui la traversent, l'énergie, la logistique, les déchets, il faut tout réinventer. Et on ne va pas réinventer tout ça tout seul. Alors évidemment, mes collègues vont vous présenter leur approche de l'innovation, chacun d'entre eux, mais tous ensemble dans le groupe Bouygues, on a envie de réinventer ça, mais surtout, on veut le réinventer avec vous. Et ça, c'est l'essence de la petite équipe à laquelle j'appartiens, qui s'appelle le e-Lab. Nous, on a vraiment 3 missions. On a une mission de prospective, essayer de détecter tout ce qui va transformer le monde, les villes, on en a parlé, dans les années qui viennent. Une mission de transformation.
comment on fait que l'innovation soit une innovation par les usages. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas de l'innovation pour pousser des technologies, mais qu'on fasse de l'innovation pour répondre à vos besoins, pour répondre aux souffrances qui existent dans la ville. La pollution, la qualité de l'air, le bruit, les difficultés de transport, les bâtiments qui consomment beaucoup plus de ressources qu'ils en produisent, toutes les ressources qui viennent de plus de 100 km de la ville. Tout ça, il faut le transformer et c'est avec vous qu'on peut le transformer sur chacun de nos grands projets. Ici même d'ailleurs, on est à la Belle de Mai aujourd'hui, c'est formidable. À Marseille, nous avons un magnifique projet de transformation de tout un quartier, de tout ce quartier de la ville. C'est avec vous, avec les citoyens, avec les pouvoirs publics bien sûr, mais avec les startups. On a besoin de vous pour co-construire ensemble la ville de demain, la rendre durable et désirable. Et je laisse mes collègues vous raconter comment. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Alors, bonjour à tous. Donc, on est deux pour vous parler des startups chez Bouygues Telecom. Donc, je suis Sylvie Fauconnier et voici Philippe Emery. Alors, je fais juste une parenthèse. J'ai eu la chance de faire mes études juste à côté d'ici, dans un coin au milieu de la nature, voilà, à Lumini. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est toujours un bonheur de revenir à Marseille. Et d'ailleurs, je connais certains d'entre vous ici. Alors, concrètement, Bouygues Telecom et les startups, c'est une histoire qui date pas d'aujourd'hui. On a lancé la démarche startup de Bouygues Telecom en 2009. Donc, on était parmi les premiers grands groupes à décider de travailler avec des startups. L'objectif pour Bouygues Telecom, c'est d'intégrer de l'innovation. Aller chercher des solutions innovantes développées par les startups et les proposer aux directions métiers chez Bouygues Telecom. Concrètement, notre rôle à nous, on est Bouygues Telecom Initiative, on porte la démarche startup. On est là pour vous aider à rencontrer les directions métiers. On aime dire qu'on est le mythique des startups chez Bouygues Telecom. Donc vous pouvez faire appel à nous et puis on vous met en liaison avec les directions métiers. Ce qu'on souhaite nous, c'est développer le business. Donc concrètement, comment ça marche? Donc on vous met en relation, on vous propose de pitcher, de présenter vos solutions. Ensuite, le premier objectif, bien sûr, c'est de mettre en place un pilote ou un test. Donc là, on est là en support tous les deux également pour vous aider dans le dédale de Bouygues Telecom à faire avancer les choses et à essayer de mettre en place un pilote le plus vite possible. On peut également cofinancer les tests qui sont effectués. Et ensuite, lorsque le pilote est concluant, on aime que derrière, ça se concrétise par un vrai partenariat. Et à ce moment-là, nous, Bouygues Telecom Initiative, on n'a plus lieu d'être présent puisque vous êtes déjà un partenaire officiel de Bouygues Telecom. On a également en option la possibilité de prendre une prise de participation dans certaines startups. C'est toujours une prise de participation qui est minoritaire. Et ça se fait uniquement lorsque le business est stratégique. Donc vraiment, notre objectif, c'est bien le business, le partenariat. Et par contre, l'investissement, c'est vraiment une option. Je passe la parole à Philippe. Bonjour à tous. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous parler un petit peu des thématiques qu'on adresse chez Bouygues Telecom. Alors, il y en a beaucoup. C'est les thématiques qu'on a adressées jusqu'à présent avec l'ensemble des pilotes qu'on a fait. On a fait environ une soixantaine. Si vous le voulez bien, je vais me focaliser un petit peu sur les sujets qu'on aborde aujourd'hui et surtout demain. Et pour pas tous les balayer, je les ai divisés en 3 sujets. Donc le premier, c'est réinventer notre métier d'opérateur télécom. Et donc les 2 sujets majeurs qu'on voit autour de ça, on va dire d'abord aujourd'hui, on a lancé il y a 1 an notre filiale Obgenius, qui est le premier opérateur de réseau LoRa. Et donc on a tout un écosystème d'IoT à mettre en place. Et donc on recherche des startups pour venir alimenter cet écosystème. On a un deuxième sujet qui est extrêmement important
lorsque l'on vit la transformation digitale, qui tourne autour de la sécurité, puisqu'aujourd'hui la donnée elle est vraiment cruciale et il faut qu'on assure toute la chaîne de bout en bout de toutes les données qui transitent au travers de nos réseaux. Si on regarde un peu plus dans la prospective, on va avoir des sujets autour, bien entendu, de l'intelligence artificielle qui vont révolutionner nos métiers de demain, et sinon, sur des verticales un peu plus ciblées, on va avoir toutes les problématiques autour de la blockchain. Deuxième grosse thématique, ça va être mieux que proposer une meilleure expérience pour nos clients. Et là aussi, sous différentes approches. La première qui est fondamentale, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, si on veut proposer un service de qualité à nos clients, on doit être capable non seulement de lui proposer les meilleurs services, mais aussi qui lui correspondent. Ça, c'est vraiment clé. Et un deuxième sujet, et c'est assez marrant d'en parler avec les startups, c'est les problématiques qui sont liées à la GDPR. C'est comment on transforme une contrainte réglementaire en un avantage pour un opérateur et donc mieux utiliser les données personnelles pour pouvoir proposer des services à valeur ajoutée pour nos clients. On a aussi une multitude de services autour des bots. Ils sont sur l'écran, donc je vais en oublier. Donc, mais il y a les bots, effectivement. Il y a bon, c'est pas grave. Je passe. Et donc le dernier point est très important. C'est aussi améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs. Donc, bien entendu, il y a le sujet de la transformation digitale, parce que malgré qu'on soit un opérateur digital, la transformation digitale nous permet d'améliorer la vie de nos collaborateurs. Et un deuxième sujet, et non des moindres, c'est tous nos services RH qui sont dans un processus de transformation, et donc on les accompagne au quotidien. On voit plusieurs dizaines de startups par an pour améliorer la démarche startup dans les métiers RH. On voit pas mal de startups cet après-midi, mais on a nos coordonnées pour celles qu'on n'aura pas pu voir. N'hésitez pas à prendre nos coordonnées, et Sylvie et moi, on sera ravis de répondre à vos questions. Merci. Hop. Bonjour. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Boursery, donc je suis en charge du déploiement de l'innovation et notamment du travail avec quelques startups qui sont stratégiques pour le groupe, mais j'y reviendrai juste après. Et on va commencer par 5000 ans d'histoire. 5000 ans d'histoire, c'est à l'époque, quand les gens vivaient dans des cavernes, ça c'était la maison. Puis les gens ont mis un toit, puis ils ont commencé à mettre des fenêtres, puis des entrées, puis du carrelage. Bref, 5000 ans après, voilà ce qu'on fait. Ça, c'est la tour Manahakon à Bangkok, donc réalisée par Bouygues Construction. Maintenant, les gens, il y a 5000 ans, ils traversaient les rivières à pied, ils marchaient sur les rochers, ils se sont dit tiens, on va mettre des lianes, puis tiens, on va mettre des poutres et on va mettre des planches dessus, on va commencer à faire des ponts. 5000 ans plus tard, on construit ça. Île de la Réunion. Puis, 5000 ans, on revient encore en arrière, les gens ont essayé de faire du feu. Du feu, pourquoi finalement? Pour produire de l'énergie, pour se chauffer, pour créer des industries. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ça. C'est ce genre d'installation qu'on construit. Voilà ce que sont les métiers de Bouygues Construction. C'est le bâtiment, les infrastructures et l'industrie. Et ça, c'est en partie aussi grâce à lui. C'est Monsieur Francis Bouygues. Et on a envie de faire perdurer tout ce qu'il a pu faire depuis toutes ces années qui ont accompagné la transformation de nos vies, de notre société. Donc, il y a 65 ans, ça a commencé. C'était Bouygues Construction au départ, c'était les chantiers, les maisons Bouygues. En 65 ans, on a essayé tout le temps d'améliorer notre organisation, de faire mieux, d'inventer de nouveaux matériaux. Tout le temps dans cette démarche continue. On en est arrivé aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, à un chiffre d'affaires impressionnant. On est présent dans beaucoup de pays, on a beaucoup de collaborateurs partout dans le monde. Et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait qu'on se prenne conscience que finalement, nous n'étions pas vraiment des constructeurs.
On est là pour orchestrer, on est là pour organiser, on est là pour trouver les meilleurs prestataires, les meilleurs fournisseurs, les meilleures solutions. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, Bouygues Construction, ce ne sont que des hommes. On n'a pas de machines, on n'a pas d'industrie, on n'a rien de tout cela. Et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, 2017, pour nous, c'est l'innovation partagée. Voilà ce qui fait sens dans notre métier, voilà ce que l'on attend aujourd'hui d'un grand orchestrateur qui doit construire des infrastructures multipartites en intégrant, comme on le disait tout à l'heure, des citoyens, qui doit intégrer des grands fournisseurs, d'autres grands groupes et des startups. Et là, on va venir sur le propos. Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette démarche-là? Pour construire, effectivement, pour l'environnement, pour être plus responsable, aussi pour la sécurité des gens qui travaillent sur nos chantiers, pour la sécurité de nos voisins, pour la sécurité tout simplement des infrastructures. On l'a fait aussi pour construire plus vite, pour construire moins cher et pour faire différent. On ne veut pas être ceux qui construisent comme les autres. C'est dans notre ADN. On a envie toujours d'avoir un temps d'avance. Alors, pour revenir sur cette démarche d'open innovation que vous entendez derrière l'innovation partagée, eh ben c'est aussi notre ambition de devenir le constructeur aujourd'hui qui, dans le monde, devient une référence sur l'innovation. Pour créer justement cette traction que l'on attend vis-à-vis des startups, qu'elles viennent nous voir, qu'on vienne les voir, qu'on échange, qu'on aille sur le marché ensemble. Alors, toute cette transformation, c'est bien joli, ça paraît facile, ça a quand même un grand objectif derrière qui est d'étendre la position de la chaîne de valeur du groupe Bouygues Construction depuis l'amont jusqu'à l'aval. Vous allez retrouver différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, comme Link City qui va être positionné plutôt sur l'amont, qui va faire du développement. Ensuite, les filiales vraiment à proprement dite construction qui vont être dans la réalisation. Et derrière, des sociétés qui sont capables d'exploiter les ouvrages que l'on aura construits. Alors, focus maintenant sur la partie start-up, qui est celle pour laquelle je travaille. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 startups aujourd'hui que l'on connaît, qui sont dans notre portefeuille, que l'on a rencontrés, que l'on a qualifiés. On en expérimente une centaine par an. Donc quand je fais un appel aujourd'hui à start-up, c'est pas quelque chose de vain. Il y en a plusieurs qui sont ici, qui nous connaissent, avec lesquels on a déjà travaillé. Donc c'est plus d'une centaine d'expérimentations qui nous permettent derrière... Alors, j'ai un petit problème sur la slide. Hop. Je reviens. Tac. Hop. Aujourd'hui, on a une dizaine de startups qui sont stratégiques pour le groupe. Donc, vous envoyez quelques noms. Alors, il y en a qui sont d'ici, hein, Snapkin, par exemple. Ils sont pas très loin. Qui sont stratégiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous, une startup qui est stratégique, que l'on déploie? C'est un enjeu business. C'est simple. C'est votre solution, elle nous apporte un bénéfice qui permet soit de se différencier, soit de construire moins cher. Peu importe, on en est sûr. Maintenant, allons conquérir les 1500 projets que l'on fait tous les ans. Et pour ça, on vous accompagne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Tout simplement, nous, on attend des startups qui prennent aussi le taureau par les cornes. On attend des gens solides qu'on va pouvoir emmener dans l'arène avec nous. Alors, je vais faire simple. Aujourd'hui, les thématiques, on en a plein. Je pourrais vous citer la performance énergétique, la robotisation, l'automatisation, tous les sujets transverses en support à nos RH, à nos communications, tous ces sujets-là. Pour faire simple, venez nous voir, on sera là toute l'après-midi. Je suis encore là même demain pour ceux qui veulent éventuellement. Mais profitez aussi de notre présence. Vous avez aussi Bouygues Bâtiment Sud-Est qui est présent ici. Allez à leur rencontre et on fera en sorte de travailler ensemble. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David, je ne vais pas remonter à la préhistoire, mais je vais tenter de vous faire partager ma passion pour mon métier. Donc, l'autre grand métier de la construction du groupe Bouygues, qui est Colas, la construction routière. Et puis, je vais vous expliquer qui on est et comment on peut innover ensemble. Donc, Colas, c'est une longue histoire également. En témoigne cette photo d'archives du siècle dernier, qui démarre en 1929, donc par une innovation, le col d'asphalte, qui a donné son nom à Colas et qui lui a permis de grandir. Donc l'innovation, ça fait partie des gènes de notre société. Cette longue histoire, elle est faite à la fois de regroupement d'entreprises et de croissance géographique,
qui fait qu'aujourd'hui, c'est un groupe mondialisé avec 55 000 collaborateurs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 90 000 chantiers par an. Donc, mondialisé parce qu'il y a une bonne partie, et aujourd'hui la majorité de l'activité qui se fait en dehors de la France, sur 5 continents et dans 55 pays. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe est constitué d'un ensemble de petites entreprises. On ne peut pas appeler ça des startups ni des licornes, mais enfin, elles sont réunies quand même par des valeurs qui sont celles d'entrepreneurs, créateurs et responsables, qui font que vous n'aurez aucun problème pour rentrer en contact et travailler avec elles. Et surtout, vu la taille du groupe, c'est un formidable terrain de jeu pour expérimenter des choses sur le terrain. Donc pour présenter les métiers, je vais passer rapidement, mais on a des activités de carrière et de matériaux de construction, on a des activités industrielles et on a beaucoup d'activités de travaux qui nous permettent de réaliser un certain nombre d'ouvrages. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on contribue finalement à façonner l'espace public. Et c'est quand même chouette de se lever le matin et de se dire que notre action au quotidien, elle a un impact sur le visage de la société qu'on laissera à nos enfants. Donc évidemment, une histoire aussi longue, ça implique d'innover et de se transformer. Donc on a des thématiques d'innovation qui sont la route solaire, la chimie verte, donc les matériaux durables, la route connectée, évidemment une route à moindre coût, en raison de l'assèchement des finances publiques, le chantier numérique et la sécurité. Donc aujourd'hui, principalement, on innove, mais on fait essentiellement de la R&D. On a une grosse structure de R&D, on a un réseau technique très étendu, ce qui nous permet d'innover en termes de matériaux, en termes d'objets connectés. Et la dernière innovation phare du groupe, c'est Wattway, la route solaire. Seulement, on se rend compte, enfin, toutes les entreprises qui composent le groupe et dont je vous ai parlé précédemment, il faut les transformer. Il faut qu'elles s'adaptent au monde qui change, il faut qu'elles développent des nouvelles offres, il faut qu'elles changent leur façon de fonctionner. Et du coup, c'est là où on a besoin de vous sur 4 thématiques essentielles qui sont les nouveaux ouvrages, c'est-à-dire la route du futur, les services de mobilité urbaine, comment mieux se déplacer dans des villes qui sont de plus en plus condensées, les quartiers numériques, comment mieux vivre ensemble, et le chantier du futur, c'est-à-dire changer nos façons de fonctionner. Avec, alors on lit pas très bien, mais derrière tout ça, il y a un gros travail à faire sur les données, sur les applications mobiles, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout un tas de technologies qu'on se doit d'incorporer à nos métiers. Voilà. Donc nous avons besoin de vous pour faire de meilleures routes ensemble. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emmanuel, je représente le groupe Bouygues Immobilier. Donc j'ai été prévenu hier que je devais faire la présentation et ma collègue qui est souffrante, qui représente l'innovation, qui est malade, donc je vais m'aider d'un support. Donc filiale de promotion du groupe Bouygues, donc société qui existe depuis 1956 avec 1500 collaborateurs et on construit environ 14 000 logements par an. Donc répartis sur tout le périmètre national et à l'international, le Maroc, la Belgique, la Pologne et l'Espagne. Donc implantation locale par le biais d'agences, donc au contact des territoires et des décideurs locaux. Donc la promotion immobilière, c'est quoi? C'est l'activité qui consiste à produire des logements, du bureau, du commerce et depuis quelques années des quartiers entiers. Donc pour des clients, qu'ils soient particuliers, investisseurs, institutionnels ou collectivités. Donc les différents métiers de Bouygues Immobilier, donc c'est le logement, donc les immeubles collectifs, donc à destination de particuliers ou d'offices HLM, de bailleurs sociaux.
des résidences à thème, seniors, étudiants, des maisons individuelles, et tout ça avec l'idée qu'il faut prévoir de l'évolutivité et la personnalisation des logements en réponse aux nouveaux usages de nos clients. Il y a aussi la filiale immobilier d'entreprise, donc c'est l'offre de bureaux, donc avec maintenant des bureaux qui sont à énergie positive, des clés en main et de nouveaux espaces de travail collaboratif qu'on appelle chez nous Nextdoor. Ensuite, il y a l'aménagement urbain. Donc au travers de la démarche Urbanera qui a été développée en 2011, Bouygues Immobilier élargit la conception de son métier et innove pour construire avec les collectivités une ville mixte, évolutive, économe et intelligente. Enfin, il y a le commerce, donc pour répondre aux attentes des habitants et des commerçants, afin de redynamiser les villes et d'en renforcer leur attractivité. Ensuite, je vais vous présenter les axes stratégiques de Bouygues Immobilier. Donc, ils sont en nombre de 3. Il y a l'innovation et le développement durable, la qualité technique et architecturale, et enfin l'expérience client. Donc, sur l'innovation et le développement durable, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années, et même avant, je vais reprendre le fil sur une dizaine d'années. 2008-2009, ce sont les premiers immeubles de bureaux à énergie positive. 2010, c'est la création de la division innovation chez Bouygues Immobilier. 2011, c'est le développement de la marque Urbanera qui développe des quartiers intelligents. 2013, ici pour parler plus en local, c'est le premier immeuble de logement à énergie positive à Aix-en-Provence qui s'appelle Vert Eden. 2014, c'est la naissance ou le début de Ginko, le fameux éco-quartier de Bordeaux. 2015, c'est la création chez Bouygues Immobilier de Bird, donc la filiale dédiée à l'investissement dans les startups spécialisées dans l'immobilier. Et ça continue jusqu'à nos jours. 2016, c'est Flexhome, donc le logement connecté, etc., etc. Sur l'axe 2, la qualité architecturale et technique, donc chez Bouygues Immobilier, ça passe par un certain nombre de certifications. Donc ISO 9001, NF Habitat, NF Habitat HQE et d'autres labels pour le bureau. 100% des opérations de bureau sont certifiées et pareil pour le logement, 100% de nos opérations sont des logements labellisés NF Habitat. La qualité architecturale et technique, ça passe aussi par le fait de collaborer avec des partenaires de référence, donc des grands noms de l'architecture pour faire des immeubles emblématiques. Et depuis 2006, Bouygues Immobilier, mécène fondateur de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Enfin, sur l'axe 3, l'expérience client, l'idée c'est de réenchanter le parcours client. Donc on a formé tous nos collaborateurs pour être plus orientés client, satisfaction du client, et tous on a suivi des formations. C'est également la digitalisation du parcours client dont on a déjà entendu parler. Et enfin, c'est la remise au goût du jour de nos espaces de vente dans lesquels tous nos clients passent et qui passent pour le début de leur parcours d'acquisition chez nous. Et enfin, l'expérience client, c'est aussi aujourd'hui proposer un logement personnalisé. Donc ce sont des packs d'options, c'est un logement connecté et c'est un large choix de prestations intérieures qui sont modulables selon les souhaits de nos clients. Donc pour conclure, les thématiques que nous étudions de manière plus approfondie chez Bouygues Immobilier sont aussi bien des thématiques générales de l'entreprise, la transformation digitale, l'expérience client, que des thématiques de projet, mobilité, notamment dans des contextes de circulation de plus en plus difficiles, optimisation du stationnement, mobilité douce, véhicules nouvelle génération, l'agriculture urbaine et retour de la biodiversité en ville ou comment réintroduire l'agriculture en ville pour réduire les circuits, et sport, bien-être, santé ou comment rendre nos logements plus agréables à vivre et nos programmes plus à même de favoriser une bonne santé. Merci de votre écoute et à bientôt pour échanger. Bonjour, je vais vous présenter le projet Les Fabriques. C'est un futur
Je recommence, bonjour. Je vais vous présenter les Fabriques. Les Fabriques, c'est un futur écoquartier de 14 hectares qui va se développer autour du marché aux puces de Marseille. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'îlot XXL qui avait été porté en appel à manifestation d'intérêt par Euroméditerranée en 2015 et qui a été remporté par un groupement Bouygues Immobilier et Link City. En quelques chiffres, les Fabriques, c'est 250 000 m² de surface de plancher, 170 000 m², donc à peu près 70% qui vont être consacrés à du logement. Donc on est en train de construire 2000 à 2500 logements, un endroit où il y aura 6 à 8000 personnes qui viendront vivre dans le quartier. Donc on réfléchit à la ville de demain, sur une perspective, c'est des premiers bâtiments en 2020, et il faut réussir à se projeter dans la ville telle qu'on veut la vivre, la ville telle que les usagers voudront la vivre dans 10 ans. Donc, on avait soumis plusieurs axes de réflexion aujourd'hui. Le premier, c'était sur l'accompagnement au changement. Ensuite, l'animation temporaire et les espaces partagés. L'accompagnement au changement, pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une rupture de comportement. On va proposer, tant sur l'aspect technique que serviciel, un quartier différent. Et il faut être en capacité de pouvoir accompagner ce changement, faire en sorte que les gens aient une véritable appropriation du quartier et que tout ce qu'on va développer se pérennise au fil du temps. L'autre partie, qui était sur l'animation temporaire, tient lieu de l'enjeu de créer une destination sur le quartier. Aujourd'hui, le site est un site d'activité industrielle et il faut demain créer une destination pour que les gens viennent vivre dans le quartier. Donc c'est une animation temporaire qu'on pose sur la phase transitoire pendant les plusieurs années qui vont s'étaler sur la réalisation et aussi en phase finale au moment où arrivera le quartier, puisqu'il y a l'enjeu de faire vivre ce quartier, de réussir à l'animer, à lui donner vie. Enfin, sur les espaces partagés, on réfléchit souvent à la ville intelligente, la ville de demain à travers ces technologies et on s'aperçoit que cette Smart City, elle manque des fois d'humain et il y a un enjeu qui est de remettre les relations humaines, des espaces, des lieux d'échange retrouvés et c'est pour ça qu'on avait pensé à challenger les startups sur ces espaces partagés qui peuvent soit se retrouver dans des pièces à vivre en plus dans le bâtiment, qui peuvent être plusieurs solutions à apporter. Donc voilà, donc XXL devenu les Fabriques, c'est un terrain de jeu et sur ces 3 axes, je reste à votre disposition. Merci. Merci Virginie. Alors, le prochain, c'est Vélodrome. Bonjour à tous, je me présente, Kevin Gorit, j'ai 29 ans et moi je suis en charge de la partie communication et développement des projets applicatifs et outils digitaux pour l'Orange Vélodrome. Donc pour la société Arema qui est en charge de l'exploitation et de la maintenance du stade. Donc pour vous faire un petit rappel sur le contexte, on a signé il y a 1 an et demi un naming avec la société Orange. Et donc dans ce cadre-là, on a pour objectif de digitaliser le stade et en faire une vraie vitrine technologique et innovante. Donc en fait, si vous voulez mettre le nom d'Orange sur un stade aussi mythique que le Vélodrome, c'est un petit peu embarquer Marseille, son histoire, son stade vers le futur. Donc nous on est parti du postulat suivant, c'est qu'aujourd'hui les spectateurs sont enclins à rester chez eux, à profiter d'un spectacle ou d'un événement depuis leur canapé. Et vraiment tous les facteurs le montrent. Il y a par exemple l'insécurité, le fait qu'on soit dans un cocon dans son foyer, la télé à la demande, toutes sortes de choses qui en fait freinent le fait de venir au stade pour profiter d'un événement culturel. Donc voilà, on est c'est une véritable concurrence. Donc notre enjeu véritablement, il est d'aujourd'hui améliorer l'expérience du spectateur d'aujourd'hui pour attirer la nouvelle génération de spectateurs de demain. Donc il ne faut pas subir, on va dire, la concurrence du rester chez soi,
du numérique également, mais vraiment utiliser ce dernier volet, le numérique, pour apporter aux spectateurs le meilleur des deux mondes. Le monde réel, dans un événement au stade, mais également le monde du digital, via une application par exemple. Donc je vais laisser Astier, mon collaborateur, vous présenter un petit peu plus en détail les volets innovants qui vont être mis en place dans le cadre de l'Orange Vélodrome. Merci Kevin. Bonjour, donc Astier Verschuer, moi je suis en charge du projet Stade Connecté. Et donc comment est-ce qu'effectivement on va faire face à ces enjeux? En réalité on parle beaucoup de Smart City, c'est le mot un peu à la mode. Nous on va essayer de faire une arena, une Smart Arena, donc un stade connecté, avec globalement 3 axes sur lesquels on veut répondre. Un, ça va être en amont du jour de l'événement, pour essayer de donner envie aux gens de venir au stade, pour leur simplifier le parcours d'achat et de motivation pour venir au stade. Donc on est dans un stade multi-activité, hein, c'est pas que du foot, il y a aussi beaucoup de spectacles et de plus en plus. La deuxième partie, le deuxième axe, c'est leur faciliter la vie le jour J, au moment de l'événement, avec tout un nombre de services dont je vous parlerai juste après, qui vont permettre d'avoir une expérience utilisateur, une expérience spectateur un peu plus étendue. Troisième axe sur lequel on veut travailler, c'est par contre pour sublimer l'événement, pour surprendre, pour impliquer le spectateur et aller au-delà juste du spectacle qui lui est proposé. Alors pour ça, on a deux premiers projets sur lesquels on a avancé. Le premier, c'est déjà d'équiper, et c'est un gros projet, d'équiper le stade en Wi-Fi HD. Donc donner la possibilité à tous les spectateurs de ne pas être dépendants de leur réseau 4G, même s'ils sont chez Bouygues Télécom et qu'il est super, mais à un moment donné, quand tout le monde s'y met, ça sature un peu. Et donc là, on aura plus de 1000 bornes Wi-Fi dans le stade qui vont permettre à tous les spectateurs de se connecter et de pouvoir justement profiter de l'ensemble des services connectés. Deuxième projet, ça va de pair, ça va être l'application que l'on va créer, une application multi-usage, ça y est, je cherchais le terme, multi-usage, qui va permettre de répondre aux 3 enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de préparer sa venue avec des services intégrés. On a parlé de la Smart City, d'être en relation par rapport à je prépare ma venue, les parkings, le taux de remplissage des parkings. Le deuxième, ça va être le jour de l'événement quand je viens, donc faciliter la vie, c'est ce que je vous ai dit. On va pouvoir avoir le MBA sur son, donc le billet mobile sur son smartphone, mais aussi la possibilité de commander des boissons ou son sandwich sur son téléphone et se faire livrer à sa place. Ça va être des services également comme un plan interactif. C'est quand on a l'habitude de venir au foot, c'est simple, mais quand on vient à un événement, un concert, on n'a pas l'habitude du stade et s'y retrouver dans le stade, c'est pas évident. Donc avoir un plan interactif, voilà, je suis là, ma place est là-bas, comment j'y vais? Et le troisième axe, c'est augmenter l'expérience. Et là, ça va être des services du type vidéo, live vidéo, replay. Pour le coup, je regarde un match, j'ai envie, quand je suis dans mon canapé, j'ai possibilité d'avoir le ralenti. Quand je suis dans le stade, j'ai pas possibilité. Là, on va proposer cette opportunité pour avoir le meilleur, finalement, des deux mondes, du réel et du virtuel. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un projet qui est très très important, qui représente plusieurs millions d'euros pour réaliser l'ensemble de ces éléments-là. C'est un projet qui a pour objectif de s'autofinancer au travers des services marchands qu'on va proposer dans l'application et grâce à ces nouveautés. Et où on en est dans le projet, on a bâti aujourd'hui notre expression de besoin, on sait ce qu'on veut faire, on va démarrer les travaux au niveau du Wi-Fi à partir du mois de janvier. Et l'objectif, c'est que pour le mois de juillet l'année prochaine, à la fois l'application et le Wi-Fi seront bons. Un dernier mot de la part de Kevin, parce que pour redire comment est-ce qu'on va faire tout ça. Alors, pour conclure, c'est un très gros projet. Comme l'a dit Astier, il faut le marteler. Donc sur ce projet, il y a le groupe Orange, il y a notre société Arema via l'Orange Vélodrome, mais également est impliqué l'Olympique de Marseille. Donc en fait, ça va être une application caméléon qui s'adaptera aux différents événements que nous recevons. Du foot, l'application se mettra en mode foot,
et en événements culturels AREMA ou les concerts, elle s'adaptera. Voilà. Prochain intervenant, Euroméditerranée, Jean-Christophe. Ouais. Bonjour à tous. Je crois que ça passe comme ça. Oui. Alors rapidement, Euroméditerranée, c'est une opération d'aménagement. Je crois qu'on est les seuls institutionnels à être présents aujourd'hui pour pitcher. Et tout l'enjeu, c'est de vous montrer qu'on essaye aussi d'innover en matière d'aménagement durable. Donc je remercie Bouygues et Orange qui ont illustré un peu de manière concrète ce qu'on était en capacité de faire sur un territoire. Simplement, Euromed, c'est un territoire qui fait 480 hectares entre le Vieux-Port et le marché aux puces. Il y a le quartier d'affaires de la Joliette. Et l'idée, c'est de faire de ce territoire véritablement un laboratoire de la ville durable méditerranéenne. Le mot méditerranéen est très important puisque l'idée, on pense qu'il y a un modèle de ville qui doit être inventé, que la Smart City, c'est pas un vilain mot, même si moi j'évite de trop l'utiliser, dans le sens où la place de l'humain aujourd'hui doit être considérée dans la manière dont on construit et on gère la ville. Et donc tout l'enjeu, c'est de voir en quoi, de par nos particularités climatiques, sociologiques, on arrive à inventer de nouvelles solutions plus adaptées à nos particularités présentes sur ce territoire. Donc aujourd'hui, on est sur une démarche d'innovation qui se structure sur Euroméditerranée. On a un territoire qui fait l'objet, je le déroulerai par la suite, d'un certain nombre de labels qui nous permet véritablement d'expérimenter. On a un certain nombre de partenaires aussi qui nous accompagnent avec des projets démonstrateurs, l'îlot Alar, les projets de boucle de thalassothermie, la Coque, qui est un lieu vitrine pour toutes les technologies connectées, des projets comme l'îlot XXL, ou plutôt les fabriques, qui est en passe aussi d'être réalisés, et puis surtout un accompagnement financier relativement important, puisqu'on a su mobiliser 34 millions d'euros de financement sur nos opérations démonstratrices, tout ça pour faciliter l'amorçage de projets véritablement innovants. Alors, comment on fait? Quand on dit qu'on a un territoire d'expérimentation, toutes les villes se positionnent comme des territoires d'expérimentation. L'avantage concurrentiel qu'on peut avoir par rapport à d'autres villes, c'est que véritablement, on a la possibilité d'innover, de challenger les réglementations, parce qu'on est à la fois démonstrateur industriel de la ville de demain, qui est un label d'État parmi d'autres 19 autres territoires. Et plus récemment, on a aussi été retenu dans le cadre de la nouvelle loi LCAP, donc qui s'appelle Loi Création Architecture Patrimoine, et qui permet de sortir de l'application du Code de l'habitat, du Code de la construction, des réglementations qui s'imposent à toute opération faisant l'objet d'un permis de construire. Ce qui est assez intéressant pour éviter d'être dans un processus dérogatoire relativement long et qui n'est pas forcément en phase avec la temporalité de vos jeunes entreprises. En complément de ces démarches d'expérimentation, on a créé un consortium autour d'une marque qui s'appelle Emule pour Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab. Derrière cette marque, on a 17 ou 18 partenaires qui nous accompagnent, qui sont là en fait pour chercher des briques technologiques, des nouveaux services, de nouvelles méthodologies qui peuvent les aider à innover. Nous, on les accompagne pour vérifier d'une part que ces technologies s'inscrivent dans un projet d'ensemble qui peut être dupliqué à une échelle plus importante, et puis pour faciliter aussi l'accès à ces entreprises, à ces grands groupes, parce que la difficulté, elle est aussi là. Donc, de par ce schéma, de par ces logos, vous voyez la diversité des thèmes que l'on peut adresser. Ça va de la gestion urbaine, en passant par les réseaux connectés, la construction, la gestion de la donnée avec Orange, SFR, Jaguar, toute la partie conception aussi qui est importante, et forcément la partie construction avec des partenaires comme Lafarge ou Saint-Gobain. On a défini 8 cas d'usage qui sont aujourd'hui en passe d'être résolus pour la plupart, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'itération avec ses partenaires industriels, on identifie une problématique et on essaye d'y apporter une solution en mettant en œuvre des projets démonstrateurs. Donc là, un des derniers en cours, c'est la question des smart grids. Donc on a fait un travail où nous, on a défini une politique smart grid adaptée à nos problématiques particulières. Et là, on va être en recherche de partenaires, donc de différentes briques. Ça peut être pour l'utilisateur final sur la gestion du smartphone, sur l'agrégateur smart grid à l'échelle du quartier, voire à l'échelle de la ville. Donc on adresse vraiment différentes échelles territoriales. Pour sourcer des innovations, on a monté un concours d'innovation qui s'appelle Med Innovant, qui vient de se clôturer là récemment, c'était la semaine dernière malheureusement pour ceux qui voulaient candidater. Ce concours il est intéressant, alors il ne va pas révolutionner les dotations financières pour les startups puisque c'est 50 000 € à la clé, c'est simplement un concours qui permet pour nous de créer une base de données, d'identifier des solutions innovantes adaptées à la ville durable méditerranéenne et surtout de présenter ces innovations à nos partenaires
privés pour mettre en place des démonstrateurs. Hop, ça ne veut plus avancer. Bon, tant pis, il y avait quelques slides qui continuaient. Simplement pour préciser que sur les financements, c'est des financements à la fois en ingénierie et en investissement. Ça veut dire que lorsqu'on met en place un projet démonstrateur avec un industriel, c'est le projet global qui est financé. On ne va pas financer une brique technologique, mais on va bien financer un projet d'ensemble, à la fois sur le volet ingénierie et aussi sur des prises de participation ou de la subvention sèche, pour faciliter l'amorçage de projets innovants. Voilà. À votre disposition si vous voulez des infos supplémentaires. Alors, les dernières personnes, c'est plus Bouygues. C'est plus Bouygues. Faut juste que... Si tu veux, vas-y, tu peux commencer. Ouais. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Donc bonjour à tous, Estelle Pio. Ah, vous m'entendez pas? Donc bonjour à tous, Estelle Pio, donc je représente la direction innovation Carrefour Supply Chain. Donc je pense que vous connaissez Carrefour Supply Chain peut-être pas. En fait, ni plus ni moins, on est la face cachée de l'iceberg. On va faire tout ce qui est entre le fournisseur et les magasins Carrefour. Donc ça va de la prévision de commande et de la commande des produits au transport et à l'entrepôt. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Trichard qui travaille sur le site logistique de Salon de Provence. Est-ce qu'on a le support ou pas? Non. Alors, pour vous présenter un petit peu notre démarche innovation chez Carrefour Supply Chain, alors l'innovation, c'est pas forcément dans les gènes de Carrefour, puisque on n'est pas un industriel. Donc l'innovation, c'est quelque chose d'encore assez récent chez nous. La première chose qu'on a fait, déjà de par l'ampleur de Carrefour, on a identifié des relais innovation qu'on a appelés des innovacteurs. On a la chance d'être accompagné d'Isabelle qui est innovactrice sur le site de Salon de Provence aujourd'hui. Et ces innovacteurs ont pour responsabilité à la fois d'identifier les problématiques rencontrées par les opérationnels sur le site. Non. Donc, identifier les problématiques, trouver également des solutions à ces problématiques, mais pas forcément, puisque les solutions, on ne les a pas forcément toujours en interne. Donc, trouver potentiellement des partenaires qui pourraient répondre aux problématiques identifiées par nos collaborateurs. Alors, des problématiques, chez Carrefour Supply Chain, c'est pas ce qui manque, vous vous en doutez. On a des problématiques de traçabilité. Donc, Isabelle va vous parler de, par exemple, la traçabilité des clés de SaaS. On a des problématiques de traçabilité de nos produits, de nos emballages, de nos engins, que ce soit nos engins de manutention, que ce soit nos camions. C'est un grand sujet de problématique chez nous. On a d'ailleurs travaillé avec Objet News, donc la filiale de Bouygues Télécom qui était là juste avant nous. On a des problématiques de digitalisation, évidemment. Aujourd'hui, les outils qu'on utilise à la supply chain, ils sont loin d'être au niveau des outils qu'on utilise au quotidien, que ce soit nos réseaux sociaux internes, que ce soit nos outils de management de projet, nos boîtes à idées digitales qu'on a mis en place. T'en fais pas, Isabelle. Florence, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Donc je disais problématiques de traçabilité, problématiques de digitalisation. On a aussi énormément de problématiques de bien-être de nos collaborateurs. Pourquoi ça? On est 7500 collaborateurs à la supply chain en France. Plus de 5000 de nos collaborateurs sont des préparateurs de commandes. Donc évidemment, c'est un métier qui est pénible. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions de travail, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur. Voilà, je pense que c'est les 3 grands thèmes sur lesquels nous, on va axer nos efforts d'innovation. Je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous présenter notamment 2 thèmes qu'ils ont identifiés sur le site de Salon de Provence en termes d'amélioration. Merci Estelle. Donc à aujourd'hui sur Salon de Provence, on a ce qu'on appelle le POC Passe-Partout. En fait, on livre un certain nombre de nos magasins en dehors des heures d'ouverture. Donc soit dans des sas frais, soit dans des sas secs. Donc pour cela, on a un certain nombre de jeux de clés. Et quand on dit un jeu de clés, c'est une clé pour l'entrée, une clé pour le sas,
On peut avoir jusqu'à 3 clés, une 3e clé pour l'alarme. Et actuellement, le souci qu'on a, le suivi que nous avons n'est pas fiable et ne nous satisfait pas. On n'a pas des prises en charge suivies correctement et on ne sait pas à quel moment ces clés vont revenir, puisqu'elles peuvent partir par un chauffeur, revenir en retour de livraison par un autre, etc. Donc nous cherchons à fiabiliser ce suivi des clés, savoir à qui elles ont été remises, dans quel cadre de tournée, chez quel transporteur elles sont, de façon à si on a un manque à un moment donné, on soit capable de les rappeler pour leur demander de nous les ramener en urgence. Et surtout, c'est un objectif de satisfaction du client, puisque à partir du moment où nous n'avons pas les clés, nous ne savons pas livrer le client, qui est le magasin, dans le temps imparti. Donc à aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de qualité et de coût, parce que tout trousseau perdu ou dysfonctionnant, c'est aussi un coût pour le refaire. Donc ça, c'était le premier POC. Le second, nous avons au niveau du site 800 collaborateurs avec beaucoup de dysfonctionnements sur le terrain. Et en fait, nous souhaitons mettre en place un management, un rituel de management basé sur du visuel, avec une remontée des collaborateurs de dysfonctionnement, géré par leur N+1. Si le N+1 ne sait pas le faire ne sait pas le traiter, il le fait remonter au N+2, qui potentiellement, si lui-même ne sait pas le gérer, le remonte au N+3. On envisage ça sous forme d'écran qui permet de suivre à tous les niveaux où en est un dysfonctionnement remonté, s'il a été traité, s'il est remonté et sous quel délai il a été solutionné. Donc, juste pour finir, donc ça c'était 2 exemples de POC qui sont menés à Salon de Provence. Aujourd'hui, on n'a pas une démarche d'open innovation et de relation entre Carrefour Supply Chain et les startups, qui est forcément quelque chose de très écrit. Cette démarche d'innovateur, elle a été aussi mise en place parce qu'on a une structure qui est extrêmement lourde et très compliquée, qui ne favorise pas forcément la relation entre Carrefour et les startups, et avoir ce terrain de jeu local qui permet aux startups justement de la région de créer ce lien avec un entrepôt comme celui de Salon de Provence. Ça permet d'accélérer les tests et le déploiement dans un second temps de solutions qui ne nécessitent pas un passage national avec une relation avec la DSI, etc., qui peut prendre énormément de mois chez nous et qui peut être extrêmement long. Donc on est très ouvert aux collaborations avec les startups et très ouvert aux suggestions, puisqu'aujourd'hui on a identifié énormément de problématiques auxquelles on n'a pas forcément d'idées pour les résoudre. Voilà. Merci beaucoup.